J'ai là à côté un joli tableau que j'ai le plaisir de vous présenter. On vous l'annonçait hier, un side event dans le jardin où les participants étaient invités à participer à un atelier de peinture, on va dire, avec aussi en exploitant des objets recyclés, de jolies coquilles également de la plage de Lomé. Et donc voilà, le chef-d'œuvre qui est là, c'est une œuvre collective de tous les quelques participants à cet événement que nous félicitons. On n'aura pas vraiment le temps de vous les présenter individuellement. Peut-être à la pause déjeuner, vous allez pouvoir les rencontrer. Merci beaucoup donc à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette belle œuvre d'art et qui restera au Togo, ne partira pas. C'est vraiment le grand souvenir du comité et de tous les participants de cette 3e édition de Blue Invest Africa 2025 et qui restera donc au Togo et que nous aurons toujours l'occasion de contempler ou partout où il sera exposé. Merci beaucoup, mais quand même on va ovationner pour féliciter une fois de plus les participants, tous ceux qui ont donc contribué à la réalisation de cette œuvre. Mesdames et messieurs, merci de les ovationner. Je pense que le tableau, il est magnifiquement réalisé. Merci beaucoup. Eh bien, je vous l'ai annoncé, on va reprendre les activités avec un panel important et imposant, vu le nombre de sièges déjà installés. Et pour ce faire, on va introduire le modérateur qui se chargera lui-même d'inviter sur scène ces intervenants. Divine to invite the moderator. Okay, so ladies and gentlemen, now... Mesdames et messieurs, maintenant que le niveau de glucose a remonté, nous allons inviter le modérateur. Investir dans un environnement favorable pour une meilleure économie bleue. Merci. Bonjour à tous, toutes. J'espère que vous vous portez bien. Bon, je ne suis pas dans Blue Invest, voilà, mais je pense que vous aurez déjà eu une bonne dose d'énergie de la pause café. Nous allons innover. Blue Invest Africa, ce n'est pas seulement des investissements, mais aussi de l'innovation. Alors, nous allons aborder un autre format. Ce n'est pas un panel en tant que tel. Les entrepreneurs sont là et les investisseurs se demandent qu'est-ce qu'on va nous servir. Alors, j'invite les investisseurs un à un. Je vous explique comment ça va fonctionner. Nous allons accueillir Lina de Launch Africa. On la connaît tous. Madeleine de UNDP, du PNUD, pardon. Laura de WhatsApp, le programme pour les océans durables en Afrique. Funike de la FAO. Et nous l'avions vu, elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Nous avons le Cap Vert, Addis Abeba et un autre de la Côte d'Ivoire. Nous avons Moubarak de la BOAD. Oui, un Togolais. MTAM de MTI Investment de Mombasa. J'ai besoin de cette énergie. Noah de la Banque mondiale, basée au Togo. Voilà, il vient d'applaudir très fort. Ça voudrait dire qu'il veut des financements de la Banque mondiale. André du Portugal. Et Jesus de la Banque d'investissement basée au Togo. Ici, l'idée est d'avoir une conversation il ne se soucie pas de vous. C'est une cuisine interne. PowerPoint. L'idée, c'est d'avoir une conversation directe, an easy and candid conversation amongst the investors. Une conversation amicale au sujet de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils apprécient dans l'investissement en Afrique.
Et cette conversation, je vais la modérer, mais bon, ils vont se gérer eux-mêmes. Alors, quand vous avez la parole, vous nous donnez une déclaration captivante sur ce que vous faites et un petit commentaire. Alors, c'est seulement quand je sentirai la pression de l'autre côté que je me tournerai vers vous. Donc, tous les pitchers qui sont ici, je reviendrai vers vous pour vous demander si vous êtes du même avis que eux, si leur déclaration s'aligne à vos attentes. C'est un jeu que nous allons faire ensemble entre vous, qui réagissez, et ceux qui nous offrent des déclarations. Vous avez des micros. Alors, je commence. Vous levez la main. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas intervenir à moins que je vous donne la parole. Je suis le professeur en quelque sorte. Alors, à qui voudrait se lancer en premier? Quelle est votre frustration quand vous essayez d'investir dans Blue Invest Economy, dans Blue Invest Africa? Qu'est-ce qui vous frustre le mieux? Je suis de MTI Investment. Nous gérons deux portefeuilles, un portefeuille de croissance et un autre portefeuille au niveau de maturité. Alors, nous sommes en Afrique de l'Est, mais nous avons un mandat panafricain qui couvre tout le continent. Alors, nous sommes des investisseurs. Nous passons de l'inclusion financière à l'agroculture, à l'aquaculture, à l'économie bleue. Alors, ce qui me met hors de moi, bon, c'est vrai que je suis ingénieur environnementaliste, mais c'est un système assez complexe quand nous parlons des cours d'eau, de cours d'eau fraîches, et c'est des produits de l'environnement. Alors pour moi, je pense qu'il faut un autre niveau d'audit en tant qu'investisseur pour que l'entrepreneur puisse comprendre les considérations, les répercussions. Oui, bon, récolter des algues, c'est bien, mais si on doit mettre à l'échelle cela pendant 50 ans, quel sera l'impact sur l'environnement? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine négligence scientifique et nous continuons de trouver de nouveaux indicateurs encore et encore pour les activités bleues. Alors, bon, ce n'est pas facile, mais c'est un environnement évolutif et je pense qu'il faudra aussi intégrer la communauté scientifique. Je vois Antonio qui regarde de l'autre côté. Il n'y a personne de ce côté. Donc, c'est seulement entre vous. Est-ce que vous voudrez partager les mêmes frustrations? Avez-vous les mêmes frustrations? Je parle des panélistes. Oui et non à la fois. Je ne suis pas du même avis. Les défis liés à la durabilité, parce que la plupart de ces éléments ne sont pas... la science n'est pas toujours locale. La science a toujours une envergure plus large, un champ d'application plus large. Donc, dans les mesures, dans l'analyse de l'impact, pensez-vous que ce serait bien ou équitable d'utiliser les recherches qui ont été faites sur un autre continent et essayer de les appliquer sur notre continent? Même quand nous parlons du recyclage, vous ne pouvez pas nous dire de recycler parce que personne ne peut recycler que nos mamans, plus que nos mamans. Vous utilisez la boîte encore et encore et encore. Donc, ça, c'est un élément que je voudrais souligner. Alors, pour moi, une frustration, oui, parce que parfois, c'est la mise à l'échelle. Comment vraiment amener ces entreprises à s'élargir, à grandir, à sortir de leur coquille. C'est ça le problème. Pour certains, vous le savez déjà, et bon, pour certains, non. Bon, moi, je viens d'une ferme où nous ciblons plus l'innovation à Lisbonne. Nous avons un fonds de 50 millions focalisé sur les startups. Et donc, nous avons déjà nous passons de l'économie bleue jusqu'aux industries minières.
J'ai deux volets de frustration. Le premier, c'est comment aborder la diversité de sujets. Quand nous parlons d'économie bleue, c'est un thème générique. Je peux parler des algues, je peux parler des biopolymères, plusieurs aspects qui exigent des particularités. Et cette particularité est source de fragmentation. Donc, je pense que c'est un domaine assez complexe pour dire, pour les investisseurs. Alors, ce qui rend Blue Invest plus investissable, c'est cette complexité en s'engageant avec l'environnement côtier, l'environnement marin. Alors, l'idée ici est de dire, oui, je sais en quoi j'investis quand je parle d'économie bleue. C'est un secteur assez exigeant. Un autre aspect qui exige plus de copartenariat, co-investissement. Et je dirais que nous avons des questions conceptuelles. La mentalité que nous avons vis-à-vis des océans. Et l'économie bleue, elle est nouvelle. Le thème est, oui, mais bon, depuis la nuit des temps, on pêchait. Alors, je pense que on a toujours les mêmes paradigmes, tout en essayant d'avoir de nouvelles pratiques, plus de production, plus d'inclusion et comprendre la complexité du milieu marin. Donc, ce qui nous amène à la mise à l'échelle, est-ce vraiment possible dans l'ancien paradigme? Merci beaucoup. La Banque ouest-africaine de développement et nous couvrons 8 pays de la sous-région et sur les questions de durabilité. Mais je pense que la question, le débat va déjà trop loin. Qu'est-ce que l'économie bleue déjà, hein? Qu'est-ce que l'économie bleue? C'est la définition la plus basique qu'il faut déjà, à laquelle il faut déjà répondre. Et je pense que les acteurs du financement, les banques locales, les banques commerciales ou les institutions de microfinance, est-ce qu'elles comprennent déjà assez ce que c'est que l'économie bleue? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de la liquidité de l'argent n'est pas la question fondamentale qui bloque. Parce que je pense qu'il y a énormément de ressources, mais malheureusement, on n'a pas assez de projets. Et nous, les bailleurs de fonds, les banques qui financent, on n'a pas les capacités aussi nécessaires que ça, hein, de répondre à ces problématiques-là. Donc aujourd'hui, c'est déjà de voir quelles sont les institutions ou quelles sont les structures qui sont là pour déjà former ceux qui regardent les projets au quotidien, ceux qui apportent du financement au quotidien. Parce que si on nous parle de la téléphonie mobile aujourd'hui, nous connaissons tous les éléments autour du financement de la téléphonie mobile, par exemple. Aujourd'hui, un opérateur de téléphonie, dès lors qu'il a besoin de financement, tout le monde court vers lui parce qu'on comprend les éléments liés au financement de la téléphonie mobile. Mais est-ce qu'on comprend réellement les questions de financement de l'économie bleue? La définition, la taxonomie, hein, sont les questions auxquelles il faut vraiment répondre d'abord, hein, avant, à mon avis, avant d'aller plus en profondeur sur ces questions-là. Maybe I will jump in this. Oui, j'interviens pour dire que j'abonde dans le même sens que je suis directrice générale West African Sustainable Ocean. Nous travaillons en Afrique de l'Ouest pour renforcer l'économie bleue durable et de la Mauritanie jusqu'au Nigeria, 13 pays côtiers, y compris le Togo. Alors, oui, le besoin d'avoir une définition de l'économie bleue. C'est quoi une économie bleue durable? Parce que quand nous passons d'un pays à un autre, ce n'est pas toujours les mêmes réalités. Là, il vient de mentionner la taxonomie, par exemple. Alors, je pense que pour l'investisseur que nous sommes, ce n'est pas toujours aisé d'investir au Togo, par exemple. Et il faut d'abord comprendre le fonctionnement du pays, le cadre institutionnel, la conjoncture des affaires. Et ensuite,
quand l'investisseur, ce même investisseur va au Bénin ou au Ghana, il doit encore refaire des investissements, donc réétudier encore le milieu. Alors on voit déjà une certaine fragmentation du milieu institutionnel, du milieu des affaires, et on pense que c'est déjà une difficulté, un obstacle à l'investisseur, et ce qui n'arrange pas aussi les entrepreneurs et les PME. C'est difficile car nous avons vu, par exemple, des projets qui étaient bloqués à une étape donnée. Donc, les projets sont juste arrêtés à l'étape de faisabilité car ce n'était pas facile d'avoir des financements. Pourquoi? Manque de préparation et aussi les coûts de transaction qui sont très élevés en Afrique, et un accès limité aux mécanismes de garantie. Et par contre, on voit que les investissements viennent très lentement. Oui, c'est parce que c'est très cher, parce que ces investissements viennent avec des risques très élevés. Alors, cela est un obstacle à l'économie bleue. Pour l'Afrique de l'Ouest, l'économie bleue représente plus de la moitié des emplois, et je suis très ravie d'être ici dans ce cadre à chercher des approches de solutions à l'avenir et aussi former des partenariats. On peut tous co-créer, trouver des initiatives ou des solutions pour les PME. Fournier, vous nous donnez votre perspective ou vous faites un petit commentaire, comme ça on pourra passer aux investisseurs, aux entrepreneurs. Je suis en parfait accord. Pour être un peu plus pratique, je vais prendre l'exemple de notre programme Fish for ACP, qui a travaillé spécifiquement sur l'accès au financement pour un groupe, une chaîne de valeur, la chaîne de valeur du tilapia d'élevage pour la Côte d'Ivoire. Donc sur cette chaîne de valeur, qu'est-ce qu'on avait? On a des acteurs qui, comme pour la plupart des chaînes de valeur agricoles, ont des difficultés d'accès au financement. Désormais, grâce au programme, on a avec des institutions financières pour eux la possibilité d'avoir accès à des financements. Ces financements-là, c'est encore mieux, c'est que c'est adapté au secteur. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Au départ, je parle de quelques années quand même de travail qui ont commencé par un travail avec des institutions de microfinance qui partent de la formation, de l'encadrement technique, qui leur ont permis de mieux comprendre à la fois la chaîne de valeur, mais aussi les besoins spécifiques, et donc de proposer des produits adaptés. Donc, ce qu'on est arrivé à faire à la fin, c'est un forum de la finance typiquement aquacole, qui a réuni à la fois ces institutions et les acteurs de la chaîne de valeur, au cours de laquelle ils ont présenté des produits spécifiques, et c'est la première fois en Côte d'Ivoire. Et donc, maintenant, on a des produits spécifiques que vous produisez, des alevins ou des poissons de taille marchande. Vous avez la possibilité, avec ces institutions de microfinance, d'avoir des accès. Donc, de façon plus holistique, ce qu'il y a en termes de possibilités, si on veut financer une chaîne de valeur, déjà, c'est de regarder l'opportunité. L'opportunité pour l'Afrique de l'Ouest, l'opportunité pour l'Afrique, elle existe. Quand on regarde en termes de croissance démographique, mais aussi de consommation du poisson dans ces parties-là, on parle par exemple de 700 000 tonnes de poissons consommés par an pour une population qui a un croît de 2,6% par an et qui produit que 100 000 tonnes de poissons, y compris la pêche. Donc il y a une réelle opportunité qui fait que l'investisseur est amené à s'y intéresser. Après, il y a 3 autres éléments clés qu'il faut regarder. C'est le cadre de gouvernance, donc tout ce qu'il y a comme politique et donc la priorité aussi qui est accordée par le gouvernement à cette chaîne de valeur. Le cas spécifique que je viens de prendre, ça a été décrété priorité au niveau national. Et il y a également des investissements qui sont faits et qui permettent par exemple d'avoir des infrastructures pour déplacer les produits
qui peuvent concourir aussi à intéresser des investisseurs dans le domaine ou des finances. Ensuite, le deuxième élément à regarder, c'est ceux qui donnent les fonds ou les finances. Donc, comme vous venez de dire, ils ont une connaissance assez limitée pour ce qui est des risques au niveau de ces chaînes de valeur. C'est comment on arrive à leur apporter du soutien, de sorte à ce qu'ils puissent venir à connaître ces produits et donc à pouvoir y investir. Et puis, la troisième chose, c'est intrinsèque à l'entrepreneur. Il y a un renforcement aussi des capacités importantes à faire parce qu'eux aussi, souvent, n'ont pas les éléments nécessaires sur les projets qu'ils présentent ou souvent pas suffisamment de capacité, en tout cas, pour pouvoir agrandir leurs activités. Donc, si ces trois éléments, normalement, sont traités de façon synchrone, c'est-à-dire aussi simultanément, je pense que l'environnement est favorable à avoir des investissements qui soient cohérents. Merci. Merci. Madeleine, une réaction? Merci beaucoup. I'm Madeleine. I'm from UN. Je suis Madeleine du PNUD et nous travaillons avec sur la gouvernance maritime, la transformation des ressources maritimes. Et comme vous le savez déjà, le PNUD est présent dans 46 pays en Afrique. Ce matin, c'est un plaisir pour moi d'être ici et d'entendre la Zambie dire qu'il y a eu des financements faits par le PNUD. Pour nous, l'économie bleue en Afrique est un secteur porteur pour la création d'emplois et la durabilité en termes de ressources halieutiques. Parce que les fruits de mer sont un élément constitutif dans l'assiette de l'Africain. Ce que je veux dire, c'est que surtout aux jeunes ici dans cette salle, nous devons être motivés par le fait que, du point de vue continental, régional et international, il y a déjà des cadres qui encouragent les entreprises à mettre plus d'efforts, plus d'investissements dans l'économie bleue. À Addis Abeba, à la Commission de l'Union africaine, il y a déjà des cadres établis. Et donc, vous voudrez travailler avec ces institutions, par exemple, pour la résilience des communautés et aussi la communauté d'affaires, les ONG, les partenaires au développement sont tous enclins à harmoniser les politiques de l'économie bleue. Et comment est-ce que nous incluons le secteur privé? Peut-être que vous avez déjà participé à la semaine de l'économie bleue qui a eu lieu le mois passé à Addis Abeba. Nous avons invité le secteur privé. Mais bon, nous n'avions pas eu vont des difficultés que cette communauté traverse. Donc ici, avec les collègues, je suis complètement d'accord avec vous qu'il faut comprendre d'abord le concept de l'économie bleue et comment appuyer les gouvernements à créer un environnement favorable pour l'investissement bleu. Et encore, les start-up qui doivent avoir des idées novatrices, plus de financement. Vous avez besoin de renforcement de capacité, d'autonomie pour la mise à l'échelle de vos entreprises. Et vous devez aussi penser à comment développer une entreprise viable qui attire de soi les investissements. Merci beaucoup, et Alexis. Alors, tous ceux qui sont déjà intervenus ont plus ou moins dit mon opinion que j'avais de la question. Alors moi, c'est Noah Wilson Bahoun, je suis spécialiste en environnement basé au bureau de la Banque mondiale et je travaille spécifiquement sur le programme Octopus, comme nous aimons l'appeler, qui est le programme WACA, qui couvre quasiment l'ensemble des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour revenir à ta question, Alexis, moi, je dirais, qu'est-ce qui me garde éveillé, qu'est-ce qui m'empêche de dormir la nuit?
ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est comment aligner nos investissements dans le secteur de l'économie bleue à la création de l'emploi. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, nous devons savoir que tous nos investissements ont contribué à la création d'une valeur ajoutée. Parce que quand vous imaginez que près de la moitié de la population en Afrique a moins de 20 ans, je pense, c'est un énorme potentiel dans lequel nous devons investir. Et c'est l'avenir de l'Afrique quand on considère qu'on peut investir dans le secteur de l'économie bleue et l'associer à la création de l'emploi. Une fois que j'aurai trouvé cette formule-là, je pense que je vais bien dormir. Et nous sommes ici justement pour essayer de travailler à ce que cette formule-là puisse prendre. Alors, la création de l'emploi, je pense, passe par tout ce que les autres ont dit. Comment est-ce qu'il faut limiter la fragmentation des réglementations entre pays, comment est-ce qu'il faut mobiliser de la ressource, même si on sait qu'actuellement la ressource est difficilement trouvable, même si la BOAD dit qu'il y a de la ressource. Nous, on est content, hein, on est preneur hein, s'il y a de la ressource auprès de la BOAD. On sait qu'il faut massivement investir dans le knowledge. Et on ne peut pas faire actuellement, au XXIe siècle, des investissements sans knowledge. Et je pense que nous tous qui sommes des partenaires ici, nous finançons énormément la question du knowledge. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je pense qu'on aura après des discussions. J'y viens. Merci Noah. Peut-être un point rapide, juste pour terminer Jésus, bien sûr. après mon collègue de la Banque mondiale. Donc, moi, c'est Jésus à moi, de la BEI, donc basé à Abidjan. Nous couvrons l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, à notre niveau, l'économie bleue fait partie un peu de tout ce qu'on appelle la bioéconomie, donc agriculture, élevage, pêche. Et un des éléments un peu difficiles en Afrique, c'est qu'on n'a pas de, on englobe des sizable projects au niveau de Blue Economy. On a lancé l'initiative COPIP. Là encore, on avait du mal à structurer des projets avec les pays. Et la solution la plus simple qu'on a trouvée, c'est de mettre des lignes de crédit dans des banques. On a une banque au niveau de la Mauritanie pour l'Afrique de l'Ouest et au niveau de la Tanzanie aussi, qui essaie d'allouer ces montants-là à des PME, donc des montants en dessous de 12,5 millions d'euros. Là encore, il y a des difficultés, mais on n'abandonne pas les acteurs, on essaie de les accompagner via notre partenaire technique, avec des assistances techniques, pour être conforme à certaines règles, comme pour la pêche MSC et d'autres certifications qui nous permettent d'être confortables vis-à-vis de nos institutions. Merci Jésus, très intéressant. Je me tourne vers les entrepreneurs maintenant. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord, si vous avez la même impression des barrières à l'investissement. On entend beaucoup de formation. Est-ce que vous avez besoin de plus de formation? Est-ce que c'est eux qui ont besoin d'une formation? Je ne sais pas. Hein. On a besoin de plus d'investissements, sizable projects, des projets d'une grosse taille. Est-ce que vous pensez que vous avez des projets qui sont assez gros les uns par rapport aux autres pour pouvoir rencontrer les besoins, meet the needs of the investors? What do you feel? We need training, we need a taxonomy. On a besoin d'une définition commune. Quand vous parlez avec des gens de vos projets, est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites? Est-ce qu'ils comprennent la Blue Economy? Vous avez besoin de leur expliquer tout? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Quelqu'un veut prendre la parole? You want to grab the mic? Prendre un micro, là, de l'autre côté. Bon, ok, vas-y, commence, et après tu pourras donner. Donc bonjour à tous, c'est Mohamed Trimèche, directeur général de la STEP. Je vois que vous êtes concentré surtout sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Qu'en est-il de l'Afrique du Nord? La Tunisie, ça existe. La Tunisie, la Libye, l'Algérie. Qu'en est-il de ces pays-là? Ok, on répondra tout à l'heure. Donc ces pays-là, ils sont différents de tout le reste de l'Afrique. Ce qui s'applique en Afrique de l'Ouest, s'applique pas en Afrique du Nord. Je pense qu'ils étaient assez généraux, moi, dans leur approche. Ok, on y revient. Est-ce que c'est différent d'une région à l'autre? Vous vouliez intervenir? Hello. Thank you to the investors for such a one. Merci aux investisseurs pour cette merveilleuse discussion, mais j'aimerais vous encourager à collaborer entre vous parce que si la Banque mondiale vient vers moi
Ils vont d'abord chercher à savoir si je suis formée. Mais je leur dirais que j'ai été formée par le PNUD. Mais si j'ai un partenariat avec le PNUD et que le PNUD a une plateforme de personnes formées, d'innovateurs et d'organisations dans l'économie bleue et d'autres domaines, ça va beaucoup aider. Si vous arrivez à collaborer entre vous, c'est-à-dire les organisations, les formateurs, les innovateurs, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ailleurs, mais vous pourrez communiquer avec vos collègues innovateurs et les organisations qui sont déjà impliquées. Donc, je pense que ce serait plus facile pour vous de trouver les organisations et les entreprises qui ont déjà un impact sur le terrain. Merci beaucoup. Il y a une frustration qui m'a touchée parce que, surtout sur l'intervention de la création d'emplois. Pendant mon projet de aquaponie du Togo, j'ai passé tout le temps à expliquer d'abord qu'est-ce que c'est l'aquaponie. Et donc, il fallait faire comprendre à mon public déjà qu'est-ce que la culture hors sol. Et dans la culture hors sol, déjà, c'est vraiment une opportunité de création d'emplois déjà seulement dans la fabrication des matériaux. Par exemple, la fibre de coco, on est obligé de trouver ça en Côte d'Ivoire. Alors que nous avons au Togo, sur toute la côte du noix de coco, et on pouvait faire de la fibre de coco. Donc, ça veut dire qu'il y a une technologie à faire apprendre à nos frères ici, et ça donne des opportunités d'emploi. Regardons déjà les billes d'argile, tout simplement. Les billes d'argile, on a de l'argile, et il faut apprendre à nos sœurs qui font, par exemple, les pots et tout ça, comment on fait juste des billes d'argile. On est obligé de trouver des billes d'argile jusqu'en Chine, en Europe, alors que cette technologie pouvait se mettre en place et créer de l'emploi. Donc, vraiment, on passe beaucoup de temps à expliquer et à faire comprendre que la culture hors sol n'est pas contre les principes du naturel. On peut travailler ensemble, en fait. Et je comprends la frustration par rapport au monde scientifique. Quand ceux qui sont dans l'environnement disent que vous prenez des ressources, est-ce que ça se termine? Le monde scientifique a un regard fermé entre elles. C'est-à-dire quand on est scientifique à la faculté des sciences de l'Université de Lomé, quand on fait des recherches, souvent ça reste garé, on a d'autres objectifs, c'est monter en grade, c'est montrer, et on ne le fait pas exploiter, on ne le fait pas visualiser au monde. Ça fait que le monde scientifique est à part et le monde de l'entrepreneuriat en part, alors que nous deux, on pourrait marcher ensemble. Ce serait très intéressant qu'il y ait une opportunité que Blue Invest invite des scientifiques pour toujours montrer ses recherches par rapport aux ressources. Parce que souvent, on a aussi des mesures de repos des ressources. Il y a des moments où les algues, il faut qu'on arrête d'exploiter un temps de repos, comme on peut voir dans les conventions de pêche. Il y a des moments où on dit, pour les ressources halieutiques, il faut faire arrêter la pêche pour que les alevins puissent grossir et respecter cet équilibre naturel. Donc, il faudrait que le monde scientifique, qui souvent joue le rôle de policier, dit stop, 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 puisse ouvrir un monde de l'entrepreneuriat qui est nécessaire et même indispensable pour le développement de notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre cas, pour Aquaponie du Togo, en tant que scientifique, avec le monde scientifique, avec ma collègue, nous faisons tout pour relier ces deux concepts. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. One of you guys want to intervene? You want to add something? Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir, dire quelque chose? Merci beaucoup. Je suis dans nos côtes. Je viens du Kenya. J'ai deux choses à dire. Tout d'abord, en tant qu'institution, je pense que nous avons besoin de plus d'entrepreneurs pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce que nous traversons en tant qu'entrepreneurs et comment faire le déploiement. Nous avons également besoin de renforcer la confiance pour réduire ce processus de cycle d'investissement parce que l'impact est vraiment fort, mais je pense qu'on se concentre tellement sur les détails et non sur les résultats. Je vais me tourner vers le cercle des privés, des riches. Vous avez besoin, c'est vous qui avez besoin de vous faire former. Eux, ils sont Blue Invest, ils ont suffisamment de formation.
Et vous avez besoin de travailler plus ensemble, de collaborer, de créer des partenariats. Il y a également une question de confiance qui prend du temps pour se forger. Il faut une économie bleue où vous commencez à travailler avec les universités. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça forge cette perspective de partenariat et ça renforce également la confiance. Je vais essayer de répondre aux divers points que vous avez soulevés autant que possible. L'Afrique du Nord et la Tunisie, parce que nous investissons, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Mais le challenge de l'Afrique du Nord dans des espaces comme celui-ci, c'est que la vérité, l'Afrique du Nord aussi a tendance à se tourner vers le GCC. Donc, en termes d'investissement, on entend même très souvent, en termes même de... What is GCC? GCC, what does it stand for again? Le Middle East, tout ce qui est Émirats et tout ça là. Donc, voilà, MENA, exactement. Donc, il y a même une région créée qui s'appelle MENA. C'est MENA. Middle East and Northern Africa, parce qu'un Voilà. acronyme pour un autre, ça ne marche Donc, pas. c'est quand on regarde le panel qui a été créé, il y a aussi beaucoup de cela. Je prône plus de coopération nord-sud dans le continent, on en a besoin, mais très souvent, il faut aussi avouer que en termes d'expansion, c'est comme ça que c'est vu. MENA et puis Afrique subsaharienne. Le prochain point sur nos partnerships. Alors, oui, il y a un besoin there's a need for partnerships, as you mentioned. Comme vous l'avez dit, il y a un besoin de partenariat et une partie des défis en matière de création d'un écosystème qui promeut le partenariat, c'est que nous n'avons pas toujours les mêmes motivations. Certains d'entre nous, lorsque vous regardez le spectrum d'impact en matière de profitabilité ou de capitalisme, quel que soit le nom que nous venons de lui donner, nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous voulons tous avoir de l'impact, mais parce que nous avons des responsabilités envers des entités ou des personnes différentes, nous sommes à des niveaux différents. Donc, nous avons des attentes en matière de temps et de retour sur investissement, et c'est ça la réalité. Donc, l'écosystème est assez difficile en matière de mettre une plateforme en place pour nous tous. Dans le cas de Blue Invest, je sais que ce que nous faisons tous, c'est que lorsque nous discutons avec les universités pour essayer de comprendre la formation que l'entrepreneur a reçue. Nous pouvons également être paresseux en tant qu'investisseurs et nous comptons sur vous pour nous éduquer. Et c'est ce que je dis d'habitude aux entrepreneurs. Beaucoup d'entre nous sont des généralistes. Nous n'avons pas passé les 3, 4, 5 dernières années à étudier une même chose. Lorsque je me lève le matin, je discute d'un sujet. D'ici l'après-midi, je passe à un autre et le soir, encore un autre. Donc, ce résultat va venir lorsque vous arrivez à prouver que vous savez ce que vous faites. Si je peux, je pense que plutôt j'avais mentionné qu'il y a beaucoup de financement ou de fonds en question, mais les fonds disponibles ne sont pas adaptés aux besoins de développement. Et c'est là que la question de collaboration entre en jeu. Lorsqu'on parle de financement, on ne veut pas forcément dire qu'il faut avoir les fonds, mais il faut qu'on collabore ensemble pour trouver des solutions à comment utiliser ce qu'on a de disponible. Le secteur privé a beaucoup d'argent à investir et cet argent requiert un énorme retour sur investissement. Donc, il faut investir l'argent pour les études de faisabilité et pour joindre les divers bouts. Et c'est le travail que nous faisons pour avoir des finances diversifiées et voir comment nous pouvons mettre un cadre en place. Nous assurons que le gouvernement établisse le cadre et que les institutions y apportent les outils nécessaires pour soutenir le secteur privé et les investissements. Et ensuite, vous verrez qu'il y aura un fort retour sur investissement. Lorsqu'on regarde la communauté de financement, par exemple, l'Afrique subsaharienne a environ 2,5 milliards d'euros pour financer
le soutien au moment de la riposte contre la COVID-19. Et on avait sécurisé un prêt pour s'assurer que lorsque l'argent est décaissé, qu'on puisse savoir quel est le retour sur investissement, et on peut faire la même chose pour la durabilité. Mais malheureusement, les projets qui sont sur le terrain en ce moment ne sont pas bien structurés. Au cours des 5 dernières années, la Banque mondiale de développement a mobilisé un certain montant pour des projets. Et c'est un défi que j'aimerais lancer. Il faut qu'on regarde déjà ce qu'on a sur le terrain et voir comment on peut profiter des 4 milliards qui ont été déjà mobilisés par la Banque mondiale. Il faut qu'on discute parce que, comme vous l'avez dit, peut-être les projets ne sont parfois pas bien présentés, c'est un fait. Mais les entrepreneurs ignorent également où se concentrer en matière de mobilisation de ressources. Et c'est également notre devoir de leur montrer la bonne manière de faire les choses, de les soutenir. Dans la recherche, surtout de financement privé. Et c'est très important parce qu'on ne peut pas faire d'économie bleue sans financement privé. J'aimerais revenir sur la question de l'aquaponie et de la technologie, juste pour lui dire de ne pas être désespéré. Rien que sur le projet Waka, nous avons créé plus de 11 000 emplois, ce qui veut dire que nous avons encore de l'espace, de l'opportunité de créer plus d'emplois. Et pour MENA, désolé, peut-être que c'est à cause de la façon dont le jury a été constitué. Nous soutenons également MENA en matière de connaissances. La plupart du temps, nous passons de l'Afrique subsaharienne au côté principal pour apprendre ce qui se fait. Et comme certains l'ont dit ici, il nous faut développer plus de collaboration sud-sud sur le sujet. Je pense qu'hier, il y a eu une conversation autour des multiples parallèles en matière de connaissances et de recherche sur le marché. Donc, il y a des requêtes qui viennent du secteur académique ou universitaire. Et le terrain est vraiment vaste. Donc, il faut un changement de mentalité. Je suis un chercheur, je vais transformer cela en une compagnie ou en une start-up. C'est une mentalité totalement différente. Et il faut bien définir vos rôles. Mais quelqu'un d'autre peut également porter l'idée, oui, c'est possible, mais il faudrait que la personne sache, connaisse ce qu'il est en train de faire. C'est très similaire. On peut se dire, on va dans le domaine du développement et soudainement, il faut faire un pitch pour obtenir des financements pour sa start-up. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles et je pense que c'est là où la complémentarité du partenariat peut vraiment aider. Et surtout en matière d'économie bleue, les choses prennent du temps. Parfois, il me faut attendre 4 saisons, c'est-à-dire toute une année pour voir si ce que j'ai mis en œuvre va marcher ou pas. Donc moi, en tant que financeur, je ne peux pas faire un financement lorsque vous êtes dans une saison où vous ne pouvez pas encore prouver
votre idée. Nous avons entendu des présentations de la Tunisie, du Maroc, mais la différence, c'est qu'ils sont connectés à la chaîne de valeur qui est plus dirigée vers l'Europe. Donc, il y a un cycle naturel dans ce cas-là. Jump in. I want to bounce on what was said now. So we talk about market rate. You talk about market rate. You talk. Vous avez parlé des taux sur le marché, de la technologie, et que parfois il faut attendre une année avant de voir les résultats de votre investissement. Donc, vous demandez aux entrepreneurs d'augmenter leur taux de retour sur investissement, la rapidité avec laquelle ils peuvent démontrer un retour sur investissement. Je pense que ça nous concerne aussi. Et cette question est importante. D'habitude, les institutions financières s'asseyent dans leur bureau confortablement et créent des produits sans parler aux personnes qui ont besoin de ces produits. On se dit qu'ils ont besoin d'argent, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ils ont besoin d'une solution complète. Et nous créons des produits et nous décidons des critères d'éligibilité, etc., sans voir si cela correspond aux locaux. Et il faut également qu'on en parle. On a besoin de s'assurer de discuter avec les communautés locales et créer un impact réel sur le terrain. Il faut qu'on s'assure également de comprendre ces communautés, qu'on apprenne des leçons sur le terrain. Mais merci beaucoup. Je vais rapidement donner la parole aux pitchers. Préparez chacun une question et je vais choisir de façon aléatoire 5 d'entre vous. Et donc, réfléchissez à une question que vous allez poser aux investisseurs et vous pouvez choisir de répondre à la question que vous voulez. On travaille, les banques commerciales. On essaie de mettre des clauses pour les crédits qui sont donnés aux PME pour qu'il ne soit pas trop de courte durée. Elles essaient d'étendre un peu, c'est peut-être 1 an, 2 ans, si on a l'habitude de faire 3 mois ou 4 mois. Et ce qu'on demande aussi comme clause de facilité, c'est de mettre une clause de renouvellement automatique du prêt pour éviter ce genre de problème. Merci. Fair enough. One way to go around it. All right, 5 questions. Who's got the first one from the pitchers? If you don't have, I have a. 5 questions. Donc, qui aimerait poser la première question? Bonjour à tous. Donc, ma question, je sais que le retour sur investissement est très important. Et pour les entrepreneurs, offrir un retour sur investissement est également important parce que ça montre la viabilité et la capacité à survivre de l'investissement. Je ne sais pas si je vous ai bien entendu, mais vous avez parlé de 1 an. Et dans plusieurs cas, ce n'est pas une durée réaliste, surtout parce que nous avons des difficultés complexes en matière de business, surtout en particulier au Nigeria, et je suis sûre que l'expérience pourrait être la même dans d'autres pays africains. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que vous pouvez soutenir les entrepreneurs? Parce que c'est une relation de business ici. Vous faites déjà des efforts, mais je pense que vous pourriez en faire plus. Est-ce que vous pouvez aider les entrepreneurs en donnant plus de temps pour le retour sur investissement? Et au niveau des politiques, est-ce que vous pouvez influencer également vos politiques d'entreprise pour pouvoir changer les choses? Avant que vous ne posiez d'autres questions,
Est-ce qu'il y en a d'autres? De Madagascar. Ma question, c'est que, à propos de petites et moyennes entreprises, vous investissez comment, quel type d'investissement vous faites, de prêts ou subventions ou accompagnement technique, surtout pour les entreprises, petites et moyennes entreprises, à impact environnemental dans l'économie bleue. Merci. When you're a tiny enterprise, you're never big enough, and so where do you start? Donc, en tant que petite entreprise, comment est-ce que vous pouvez commencer? Comment pouvez-vous les soutenir? Donc, la dernière question. Comment les investisseurs soutiennent-ils une entreprise dans l'économie bleue? Merci. Nous allons faire le tour de table. Question en présentant quelques outils justement que peut proposer le programme WASOP, West Africa Sustainable Ocean Programme, mais d'autres programmes en réalité qui soutiennent l'économie bleue durable en Afrique pourraient aussi proposer ces programmes-là. Besoin en fait de renforcement des porteurs de projets et être aussi, de ce que j'entendais, sur des grants en quelque sorte, pour aussi préparer des retours sur investissement qui soient plus cohérents en termes de capacité à ce moment-là et de pouvoir répondre aux critères des financeurs. C'est quelque chose qu'on propose à travers le projet WASOP avec un appel à projet de 10 millions d'euros qui va permettre de soutenir des porteurs de projets pour les renforcer, renforcer des modèles économiques, renforcer les capacités et faciliter que ces porteurs de projets puissent pouvoir être des projets bancables qui puissent ensuite prétendre à des crédits, à des investisseurs et pouvoir tenir effectivement les retours sur investissement qui sont nécessités. De manière complémentaire, j'entendais aussi le besoin d'harmoniser les cadres au niveau institutionnel, au niveau du climat des affaires, au niveau national, mais aussi au niveau régional. C'est quelque chose qu'on va également faire à travers une facilité d'assistance technique pour travailler et en partenariat. Ça a beaucoup été mentionné précédemment, en partenariat, notamment avec mon cher collègue. On va travailler avec la Banque ouest-africaine de développement, également la Banque d'investissement de la CEDEAO, pour travailler, et avec la CEDEAO, pour travailler sur un cadre institutionnel et financier harmonisé au niveau régional ouest-africain, ensuite qui sera décliné au niveau des pays, pour avoir un cadre qui parle pour tout le monde, mais qui soit aussi, qui permette un climat des affaires et une région plus attractive pour les investisseurs. Tout à l'heure, j'entendais aussi Building Trust. Ça y contribue clairement. Et également, dernier mot, avoir des outils financiers qui soient adaptés, on le disait, aux porteurs de projets. Et du coup, là aussi, c'est travailler en mode partenariat avec tous ceux qui sont là autour de la table pour, avec par exemple les banques régionales, aller lever des financements internationaux, aller faire de la blended finance, aller chercher des fonds de garantie pour pouvoir mettre au niveau national, comme déjà la BEI l'a réalisé, la BOAD aussi, sur des lignes d'intermédiation, pouvoir positionner des lignes de financement au niveau des banques commerciales et nationales qui soient adaptées et qui ne soient pas sur des taux à 12% pour les porteurs de projets, mais qui soient sur des taux tout à fait raisonnables. Merci beaucoup. Bon, I'll repeat the guideline. Vous prenez une question et vous nous apportez un seul élément de réponse. Oui, bon, personne ne vous demande d'avoir retour sur investissement en 12 mois. Non, ici, nous voulons dire, vous avez toute une gamme d'investisseurs ici
Certains sont à 100 000, et d'autres à 10 millions, et d'autres à plus, sur différents délais de paiement. Alors, certains sont en subvention, d'autres en capital. Mais ici, il faut comprendre que ce n'est pas un environnement homogène. Nous avons toute une pléthore d'investissements avec leur propre réglementation. À vous de voir ce qui est adapté à votre besoin. Est-ce une PME? Est-ce que j'ai assez de recettes pour m'aventurer vers une banque? Ou ai-je besoin d'un investisseur start-up? Ou bien je suis déjà une grande entreprise et donc je peux accéder à un prêt ou à un package de financement auprès d'une banque de développement. Donc, c'est toute une mosaïque de solutions qui existent et il vous faut prendre le temps de les étudier, de les comprendre. Bien sûr, c'est pas facile, même pour moi qui parle. Donc, pour des fonds en capitaux, on peut par exemple donner 10 ans. Ça veut dire que si j'investis dans votre compagnie, je dois pouvoir retrouver mes fonds dans 5, 6, 7 ans. Alors, je ne peux pas vous donner 4 ans. Alors, chacun a sa règle. À vous de savoir ou de connaître plutôt le partenaire qui est devant vous et ses règles. Merci. Oui, au fait, je voudrais tout de suite aussi dire quelque chose, que ce soit investissement ou capitaux, ce n'est pas le même schéma. Et vous considérez l'INA, par exemple. L'INA parlerait de 25%, taux de croissance, mais bon, elle ne va pas se focaliser sur la marge bénéfice. Alors que de notre côté, nous sommes plus focalisés sur la marge bénéfice car nous travaillons avec les PME. La rentabilité est un élément clé. Quand je ne vois pas cette rentabilité, je ne suis pas vraiment attiré par votre entreprise. Donc, dans sa présentation, je parle de André, à qui est-ce que vous prêchez? Quel type de capital ou de financement recherchez-vous? C'est ça en fait le problème, parce que vous nous demandez de collaborer. Moi, je vois déjà quelques-uns qui ont demandé partenariat ou collaboration. Tous sont focalisés sur le financement, alors que c'est un élément que nous devons prendre en compte. Alors, je demande souvent aussi aux entrepreneurs de revoir l'aspect collaboration. Quelles sont les failles de collaboration? Quelles sont les lacunes en termes de connaissances? Où est-ce que je dois aller pêcher plus d'informations? Oui, j'ai besoin de vos fonds, de votre argent, oui, mais j'ai aussi besoin de votre expertise et de votre accompagnement. Un dernier point. Alors, qu'est-ce qui m'incite au sujet de Blue Economy? Bon, nous sommes tous là et nous connaissons tous les défis et les préoccupations. Moi, je vois déjà un très grand potentiel sur tout le continent. Je vois la chaîne de valeur, les filières au niveau national, la transformation. Je vois même déjà un potentiel pour l'industrie pharmaceutique. Et je vois que le continent est prêt à développer ses propres filières, et ce, de façon durable. Oui, dites-nous quelque chose. Qu'est-ce qui vous motive au sujet de l'économie bleue? Voilà pourquoi j'étais en train de dire oui, allez-y. C'est comme s'il avait déjà prêché pour ma part. Bon, dans mon passé, j'ai travaillé avec des entreprises pharmaceutiques et la plupart des médicaments que nous avons développés pour l'Occident provenaient des ressources maritimes. Donc, on voit déjà l'économie bleue à travers la recherche qui atterrit à la pharmacie. Et ça, c'est déjà des solutions que nous apportons à notre population. Avec une population toujours en croissance, c'est un bon filet. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous devons rapidement clôturer cette session pour passer à la 4e session des pitch. Alors, selon vous, quelles sont les limites, les obstacles d'accès aux capitaux? Qu'est-ce qui vous empêche de financer les entreprises? Tout d'abord, je dois féliciter les entrepreneurs. Certains se sont approchés de nous et demandé comment est-ce qu'on peut collaborer, comment est-ce qu'on peut converger nos efforts
pour les accompagner. Et bon, là, nous avons tous la même réponse. Nous avons ce que nous avons à vous offrir. Et vous, entrepreneurs, vous devez connaître les critères d'éligibilité auprès des institutions. Parfois, vous ne le savez pas parce que vous avez juste besoin des fonds et vous vous dites, voilà, on n'a pas la capacité d'avoir un projet bancable. Alors, oui, mais qui peut m'accompagner à élaborer ABCD? C'est ce qu'il leur faut le plus, pas seulement pour eux, entrepreneurs, mais pour nous, partenaires aussi, à l'économie bleue africaine. Il faudra voir comment renforcer la collaboration entre les différents partenaires, que ce soit au niveau des pays africains, l'Union africaine, l'Union européenne. Et il y a un autre élément qui me motive, c'est voir cet enthousiasme, la volonté des jeunes africains à apporter un changement positif sur le continent. Oui, prenez une seule question. Madeleine, allez, passez le micro. Vous venez de répondre à 2 questions. Allez, passez le micro au suivant. Allez. Choisissez une seule question et répondez. Merci. Alors, je dirais, étant la banque de l'Union européenne, je vais partir sur la question politique, de la politique, voilà, parce que j'ai déjà répondu sur le produit. Donc, on est vraiment aligné sur la stratégie de l'Union européenne, donc en l'occurrence ici, Global Gateway Africa. Et il y a un policy dialogue avec chaque pays pour voir les priorités des pays alignées avec les priorités de l'Union européenne. Donc, la façon la plus facile d'avoir un financement BEI intermédiaire ou direct, c'est de passer par la délégation de l'Union européenne. Voilà, c'est plus simple. He's pitching. It's the first time I see an investor pitch. Ah, mais c'est la première fois que je vois un investisseur faire la cour aux entrepreneurs. Pour pouvoir mobiliser des ressources, la banque fonctionne un peu autrement. Vous savez déjà, la banque, c'est 5 institutions regroupées en une seule. Il y a IDA, il y a IBRD, il y a MIGA, il y a AFC. Donc, majoritairement, pour mobiliser des ressources auprès des investisseurs, faire des mises à l'échelle, il faut discuter avec la AFC. Mais avec la AFC, c'est beaucoup de ressources que vous devez avoir initialement avant d'aller vraiment à un niveau beaucoup plus élevé. Alors, en ce qui concerne IDA, avec laquelle moi je travaille, nous collaborons majoritairement avec les gouvernements au travers du CPF, Country Partnership Framework. Donc, c'est à travers ce CPF-là que les gouvernements identifient les secteurs prioritaires et c'est ces secteurs prioritaires qui orientent nos investissements. Du coup, il est très difficile de sauter le gouvernement pour arriver à IDA pour pouvoir bénéficier d'un financement, mais passer au travers des projets que nous contribuons à financer avec les gouvernements. Donc, si vous faites un bon business case et vous approchez le gouvernement par rapport à votre secteur d'activité, alors ces projets nous sont remontés, on fait aussi des appels à projets et ensuite, nous, on peut travailler avec le gouvernement pour pouvoir identifier le type d'investissement et le type d'entrepreneur financier. Merci, Noah. Ce partenariat tripartite, gouvernement, investisseur, entrepreneur. Moubarak, the final word. No, I mean, Africa is blessed with... Non, il faut dire que l'Afrique est bénie, pas seulement d'un écosystème forestier, mais d'un écosystème marin. La principale raison pour laquelle nous commençons à nous tourner vers l'océan, c'est nous parlons du carbone bleu qui serait une autre source supplémentaire de recettes et aussi d'intersectorialité avec le secteur privé pour une économie, une finance mixte pour mieux accompagner le secteur privé. Et c'est pour cela que nous nous dirigeons vers le marin. Merci. Des acclamations pour les investisseurs et les entrepreneurs. Voilà, c'était très facile. Je n'avais pas grand-chose à faire. Alors, nous passons à la session suivante, une session de pitch. Donc, j'invite nos maîtres de cérémonie sur le podium. Nous devons terminer la 4e session de pitch avant la pause déjeuner.